Hello. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. On me demande de parler un peu plus près, très bien. Donc bonjour à tous, je m'appelle Amisha. Merci de m'avoir invité ici. C'est un honneur pour moi de pouvoir venir de Los Angeles pour partager un petit peu sur ce que nous faisons. Je voudrais dire dans un premier temps que je ne suis pas médecin. Mais je suis un peu médecin quand même. En fait, nous sommes tous un petit peu médecins et donc je suis ce que je suis en raison de ce que nous sommes tous ensemble. Et donc ça va être un petit peu le thème de la présentation, c'est le thème de ce que nous faisons, comment est-ce que l'on travaille en coopération avec différents membres de l'équipe. Donc je vais vous présenter le travail que nous faisons avec des agents de santé communautaires que vous connaissez peut-être d'autres pays de par le monde, pays en développement en particulier, qui s'occupent de questions générales de santé, qui essayent d'apporter des solutions locales à des problèmes généraux et mondiaux de santé. Alors, pour commencer, je dirais que je suis ici en raison du Dr Heidi Buffer. C'est elle qui est une pionnière dans le travail que nous faisons dans la région de Los Angeles. Et je voudrais dire comment tout cela a démarré, parce qu'elle a travaillé dans Partners in Health à Haïti. Elle a travaillé avec des populations touchées par le VIH et le sida. Et elle a transporté cela à Boston et ensuite appliqué ça à Los Angeles. À l'époque, elle travaillait dans l'épidémie VIH-Sida à Haïti, il n'y a pas de ressources financières locales, on n'a pas d'accès même à la santé primaire. Et donc, elle a impliqué de plus en plus les personnes de la communauté, utilisant donc des ressources locales, travaillant avec des locaux en leur disant, voilà, est-ce que vous pouvez nous aider à aider la communauté, à aider vos voisins? Faites en sorte de les aider à avoir accès aux soins. On n'est pas obligé de mourir du VIH et du sida. À l'époque, il n'y avait même pas d'accès aux médicaments et encore moins l'accès aux médecins. Donc, ils ont commencé ce programme ici. Ils ont mis en place un certain nombre de pratiques, en particulier des traitements sous observation directe. Et ça a très, très bien fonctionné. Ils se sont rendus compte en même temps que la communauté évoluait. Non seulement ils amélioraient l'accès aux soins et aux médicaments, mais en même temps, ils renforçaient la capacité de la communauté à être elle-même. Et donc, c'était une communauté qui était en train de mourir, qui se sentait complètement isolée, abandonnée, qui d'un seul coup reprenait vie. Et donc, il y avait des gens qui venaient frapper à la porte de PHI en disant « on voudrait avoir accès aux services ». Donc, Heidi a repris ce modèle de travailler avec des ressources locales et elle a importé cela à Boston. Elle a mis en place le programme PACT, prévention et accès aux soins et aux traitements. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait des inégalités de traitement pour les patients vivant avec le VIH et le sida, qui étaient donc des populations immigrées qui étaient à Boston. Les femmes noires, par exemple, à Roxbury, mouraient, à un potentiel de 15 fois supérieur de mourir du VIH et du sida que les hommes blancs à Boston. Donc, une grosse partie de mon travail est un écho à celui de Heidi. Donc, nous avons pris ce modèle et ce qu'ils font dans ce modèle, c'est que déjà, il y a un soutien dans ce modèle à l'observance des patients. Parce que parfois, le patient, les médecins disent « Ah, le patient ne respecte pas ce que je lui ai demandé, n'est pas observant, ou il ne vient pas à son rendez-vous, etc. » Donc, ce concept du patient qui n'écoute pas, qui n'obéit pas à ce que je lui demande de faire, c'est un concept que l'on essaye justement de corriger. Il y a aussi la question de travailler, de comprendre le système de santé. On ne sait pas très bien où aller. Parfois, les spécialistes ne se parlent même pas, ne communiquent même pas. Donc, vous savez, il peut y avoir des résultats du cardiologue et puis des résultats ailleurs du diabétologue et les deux ne communiquent pas. Il y a aussi, évidemment, à surmonter certains obstacles sociaux. À Boston, les agents communautaires sont utiles pour
transporter les patients, par exemple, parce que certains patients ne vont pas à leur rendez-vous tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller, ou alors ils doivent prendre 3 bus, changer 4 fois, et ça leur prend 3 heures. Donc, voilà ce qu'ils font dans ce modèle. Donc, il s'agit d'accompagner. C'est vraiment au cœur du rôle de l'agent de santé communautaire, et c'est cela qui est véritablement le fondement de cette approche, et c'est ce que nous avons à Boston et ce que nous avons essayé de mettre en place à Los Angeles. Et je vais vous présenter ce concept. On a parlé précédemment aujourd'hui de ce qui est important, ce qui est comprendre véritablement l'expérience de vie, les pathologies, comment ça se traduit dans votre vie au quotidien. Et c'est extraordinaire de pouvoir construire cette relation entre l'agent de santé et le patient, et cela permet ensuite de changer le traitement ou de développer différentes prises en charge. La dépression est quelque chose que l'on trouve davantage dans l'Amérique urbaine qu'à Haïti, et donc ce qu'on a entendu de Haïti, c'est qu'ils sont vraiment très, très excités à pouvoir enfin obtenir un traitement, ils ont enfin l'accès aux soins, ils sont motivés, et alors qu'en Amérique, malheureusement, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a une telle différence entre les nantis et les pauvres que certaines de ces communautés sont extrêmement marginalisées. Et dans des zones de banlieue, par exemple, où l'on a 15 fois plus de prévalence de VIH ou SIDA. Et par conséquent, il y a un grand nombre de personnes qui sont complètement donc marginalisées, avec beaucoup de dépression, manque de motivation, et ça aussi, évidemment, ça a un impact sur la maladie. Donc, il est important, lorsqu'on en apporte une prise en charge, de tenir compte de ces éléments-là. Alors, comme je l'ai dit, il y a des similitudes et des différences entre Haïti et Boston. D'abord, il s'agit de l'accès aux soins pour les patients vivant avec le VIH ou le SIDA. Mais ensuite, les agents de santé communautaire doivent vraiment comprendre ce qui anime les patients. Ils doivent travailler sur la marginalisation. Et donc, ça, c'est la même chose. Et c'est du coup la raison pour laquelle on a un modèle assez similaire que nous avons adapté au contexte de Los Angeles. Et là, au lieu de travailler uniquement sur le VIH et le SIDA, et d'ailleurs, ce travail se fait également dans tout le reste des États-Unis, sur la tuberculose, le diabète, etc. Et en général, ça se concentre beaucoup sur les pathologies, mais à Los Angeles, on s'est dit que l'on allait travailler sur les choses les plus complexes. Les patients qui ont les plus hauts risques sont à un point délicat. Il y a les services de santé du comté de Los Angeles qui dessert 10 millions de personnes, 700 millions de patients, en fait 700 000 patients annuellement. Et donc l'idée, c'était de voir quels étaient ces patients. Souvent, ils ont des problèmes sociaux, parfois des dépendances, ils sont non diagnostiqués, leurs problèmes ne sont pas traités, etc. Donc, le système de santé a décidé d'investir dans ces agents de santé communautaire. Donc, ce sont des gens qui viennent de la communauté. Ce ne sont pas des gens qui sont licenciés ou qui sont formés, etc. Ce sont des gens qui ont parfois des expériences de terrain. C'est très, très important de recruter des gens qui comprennent vraiment les patients. Donc, on est allé du côté est de Los Angeles, qui sont les zones les plus pauvres. Voilà, il y a ici, vous voyez, le premier groupe d'agents de santé que nous avons recruté. Ils servent d'agents de liaison, ils vont chez les personnes, ils aident à identifier les facteurs de risque qui sont associés au style de vie de ces patients. Donc, voilà le modèle. Cela vient donc de l'Association de la santé publique américaine. Et donc, il s'agit vraiment de mettre une passerelle entre ces communautés et le système de santé. Donc, le patient est vraiment au cœur de notre travail. Comme vous pouvez voir, il y a un certain nombre de tâches qui sont faites. Donc, il y a en tout cas un renforcement des capacités des communautés. L'idée pour ces agents de santé, c'est d'apporter des informations sur la communauté aux prestataires de santé, parce que parfois,
parfois les personnes sont étrangères, ne sont pas comprises, etc. Ce n'est pas nécessairement la bonne situation. Parfois, le prestataire de santé ne sait même pas où vit le patient. Il ne sait pas, par exemple, que le patient a été mis à la porte de chez lui et vit dans la rue. Il y a aussi des déserts alimentaires. Le médecin va dire, ben voilà, il faut que vous fassiez de l'exercice, mais comment est-ce que je vais faire? Moi, je peux pas marcher dans ma communauté, il y a trop de violence, etc. Et donc, ces agents de santé communautaire connaissent la communauté et savent comment ça fonctionne dans la zone où ils vivent. Donc, ils rencontrent les patients où ils se trouvent, chez eux, lors d'interventions basées sur la communauté. Ils travaillent en amont, mais aussi évidemment en aval, mais ils travaillent sur les déterminants en amont de la santé, c'est-à-dire qu'ils essaient de déterminer les causes premières de ce qui se passe. Par exemple, ils épluchent donc cet oignon pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de croyances au sein de la communauté qu'ils comprennent eux aussi et ils essayent de les changer, ces croyances. Ils accompagnent les patients dans leur voyage de santé, ils les motivent. Et hier, on a beaucoup parlé de ça. On a dit que la santé comportementale, bon, il y a parfois une santé mentale, mais il y a aussi d'autres éléments, d'autres choses que l'on a peur de faire. Donc, un grand nombre de patients qui sont marginalisés, qui vivent dans une communauté où il est difficile de se lever le matin, où tout est difficile parce que les enfants sont malades ou qu'il y a du stress parce qu'on n'a pas assez à manger. Bon, toutes ces choses se cumulent. Et donc, en plus de ça, il faut que je m'occupe de mon diabète, donc ce n'est pas nécessairement ma première priorité. Donc, il y a cet renforcement des capacités communautaires que nous intégrons dans notre travail, ce qui est quelque chose d'assez nouveau par rapport à un système de santé traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas seulement sur le traitement de la maladie physique du corps, mais on travaille également sur un processus de guérison émotif et affectif. Et je vais y venir un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ce concept, eh bien voilà, on en parle beaucoup. Je voudrais le résumer en disant qu'il y a à peu près 50% de ce que l'on voit qui est le résultat de comportement de santé, de ce que fait la personne et de soins cliniques, ce qui se passe dans le système médical. Cela étant, les autres 50%, c'est le résultat de là où on vit. Et la santé, ce n'est pas une question médicale, c'est la résultante de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas seulement la santé qui entraîne ces mauvais résultats. Et c'est la raison d'être même de ces agents de santé communautaire. Donc, l'on regarde vraiment la santé environnementale. Qu'est-ce qui se passe dans ces communautés? Certains ont parlé de mauvaise qualité de l'air. Par exemple, est-ce qu'il y a des moisissures chez eux qui entraînent un renforcement des crises asthmatiques, par exemple? Est-ce qu'il y a un problème particulier? Est-ce que la personne, par exemple, vient de se faire expulser de son lieu d'habitation? Donc, les agents de santé communautaire doivent s'occuper de la personne tout entière. Regardez quelles sont les questions qui se posent dans la vie de cette personne et qui peuvent avoir un impact, qui sûrement a un impact d'ailleurs, sur la prescription du médecin. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces vérifications auprès de ces populations vulnérables. Parfois, l'on ne peut pas mettre nécessairement uniquement la priorité sur la santé physique parce qu'il y a tellement d'autres choses qui ont un impact sur la vie de ces personnes. Alors, sur l'impact, l'on a vu une amélioration à Boston en termes de résultats sur, par exemple, le contrôle des niveaux de T4 pour les patients VIH, pour les patients diabétiques, une amélioration de l'hémoglobine glyquée, une amélioration de l'observance, également dans la prise de médicaments. L'on voit en fait une augmentation des soins primaires plutôt qu'une augmentation des soins d'urgence. Pour nous, c'est déjà un énorme pas en avant parce que c'est là que les coûts sont exponentiels dès qu'on est dans les services d'urgence. Donc, il y a aussi cet aspect économique. Et puis, on a également
identifier des trous, des manques, des défis dans notre système. Donc on prend notre système dans toute sa structure et l'on constate que, par exemple, tout ce qui concerne la santé mentale n'est pas vraiment traité. Et ça revient toujours. Et donc, au fur et à mesure que l'on introduit ces nouvelles ressources, elles nous aident non seulement à ce que les patients soient mieux traités, mais cela permet également de voir quels sont les défis qui se posent au niveau de la prise en charge. Et ça, c'est véritablement important. Et donc, du coup, on peut arriver à des changements structurels dans le système dans son ensemble. Nous avons également vu des améliorations dans la communication entre les prestataires de santé et les patients. Les prestataires sont satisfaits. Ils disent, voilà, travailler avec les agents de santé communautaire, ça me permet de gagner du temps, d'être plus efficace. Je comprends les personnes dont on essaye de couvrir les besoins. Et donc, on travaille d'abord avec le patient. On définit les priorités et ainsi, donc, les bonnes questions sont posées pendant l'entretien avec le médecin. Et donc, le patient va aussi savoir quelles sont les questions à poser plutôt à son infirmier ou plutôt à son tel ou tel autre spécialiste. Donc, là, encore une fois, il y a une compréhension psychosociale du patient et l'équipe médicale se rend compte que, par exemple, le médecin dit, voilà, je ne pouvais pas dire à ma patiente simplement de perdre du poids. En fait, on lui a demandé plutôt on a essayé de voir quelles étaient les actions qu'elle pourrait mettre en place pour manger différemment parce que, comme les patients font confiance à leur agent de santé communautaire, ils me font confiance à moi, le médecin. Et donc, en fait, au départ, je crois que les médecins ne se rendaient pas compte qu'il y avait ce disconnect. Ils voyaient bien qu'il y avait une frustration. Et donc, ça se faisait à répétition. Et en fait, les médecins ont tellement à faire, ils sont complètement surbookés. Et donc, on avait cette frustration. Et grâce aux agents de santé, on arrive à mettre un certain nombre de passerelles. On peut faire en sorte que le patient soit un peu plus proactif et on fournit de l'information aux prestataires de santé qui peut donc intégrer tout cela dans le programme de traitement. Et puis, il y a un autre facteur qui n'est pas inclus ici, qui n'était pas initialement inclus dans la prescription, qui finit par être pris en compte. Et donc, dans un système de santé traditionnel, vous avez le patient qui vient vous voir, vous le médecin, et qui dit, voilà, j'ai tel et tel symptôme, traitez-moi. Et le médecin, à ce moment-là, va lui faire une ordonnance en lui disant ce qu'il faut faire. Alors, là maintenant, si on commence à voir les choses un petit peu différemment, en décalant les choses, en renversant les choses, on a finalement maintenant le patient qui va être celui qui va être dans le siège du pilote. Et ça va être fait dans le cadre de ce soutien de la communauté, d'où je viens. Parce que le patient, ce n'est pas juste une maladie, ce n'est pas juste une pathologie. Il est défini par l'endroit d'où il vient, il a vécu quelque part, il a eu des expériences, des traumatismes, etc. Il s'est passé des tas de choses dans sa famille et tous ces facteurs ont une influence sur ce qui se passe pour ces patients. Donc, je suis sur le point de terminer. La primera impresión fue, pues, ¿qué hago? No sé el idioma, no estoy con papá, ni con mamá, ni con mis hermanos. Comencé a estudiar clases de segundo idioma, el lenguaje inglés, por la noche. Fui descubriendo el sistema. J'ai découvert le système et je me suis rendu compte que oui, je pouvais étudier à l'université. Et malgré la peur que j'avais, eh bien, j'ai réussi à obtenir un diplôme de psychologue en 2004. Je m'appelle Clara Luz Núñez, je suis agent de santé communautaire et je travaille à Los Angeles au département de la santé. Je suis née au Mexique, dans l'état de Zacatecas, et c'est là que je suis restée depuis ma naissance jusqu'à mon mariage à l'âge de 21 ans. Je suis née dans une grande famille. Mon père et ma mère ont eu 21 enfants et j'ai eu de la chance d'avoir les parents que j'ai eus parce qu'ils m'ont appris à être une fille, ils m'ont appris à être une sœur, ils m'ont appris l'amour, la compassion et au-delà de tout ça, ils m'ont appris à respecter l'être humain. Mon père avait déjà 89 ans quand
il a commencé à avoir des problèmes. Et moi, j'ai décidé de l'amener à l'hôpital parce qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Et j'ai dit à ma mère que je voulais m'occuper de lui moi-même. Mon père a ensuite vécu plusieurs années. Il est mort avec la maladie d'Alzheimer. Et puis, ma mère, quelques mois après, a été diagnostiquée d'un cancer et elle est morte. Et lorsque mes parents sont morts, je me suis rendu compte du rôle essentiel qu'ils avaient joué dans ma vie. Parce que, à travers la maladie qu'ils avaient vécue, moi, j'avais compris le fonctionnement du système et je pouvais ainsi fournir des soins de qualité aux patients que je suivais. Qu'est-ce que vous voulez que je demande à votre docteur? Dites-lui, s'il vous plaît, de me donner quelque chose pour mes yeux. Oui, très bien, parfait. Ces regards que je reçois de mes patients, ces regards pleins d'espoir, ces regards qui te disent « ma vie est entre tes mains et j'ai besoin de ton aide », ça c'est formidable. Et ça me donne de la force pour leur fournir un service de qualité parce que finalement, tout ce qui nous anime, c'est l'amour. Nous travaillons dans les centres communautaires avec d'autres équipes afin d'essayer de créer une connexion entre ces agents et les autres équipes. Bonjour, comment ça va? Parce que les agents communautaires ont une relation différente avec les patients. Il y a une relation de confiance qui s'établit. Oui, vous m'écoutez, vous m'orientez, vous me conseillez. Ils vivent dans la même zone que les patients, ils connaissent leur culture, ils sont capables de les conseiller et également de faire passer leur message aux praticiens. Ce qui est important, c'est que ce programme est conçu afin que nous travaillions en équipe. Moi, je me rends chez les patients, je regarde où ils en sont au niveau médicaments, je regarde s'il leur manque des vivres, je regarde s'ils ont besoin de se déplacer, s'ils ont besoin de retirer de l'argent, je regarde tous leurs documents de santé. Et tout ça, tout ce que je prends chez eux, eh bien, je peux le partager avec leurs médecins. Les agents de santé communautaire, avant tout, sont animés par la compassion, par l'empathie. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aider son prochain. Elle nous informe, c'est vraiment une personne merveilleuse. Moi, je suis vraiment heureuse de pouvoir faire partie de ce programme de santé communautaire parce que ça me donne un but, un objectif, et l'objectif de ce programme est fantastique. Merci, ça c'était un petit plus à ma présentation. Je suis très heureuse d'avoir pu le partager avec vous et c'est vraiment une source d'inspiration. Je voulais partager cette vidéo parce que cela montre qu'on ne fait pas seulement ça parce qu'on essaie de mettre en place un nouveau système. Non, on veut construire des capacités dans la communauté en créant aussi des opportunités d'emploi pour des gens dans la communauté. Donc la transformation ne se situe pas seulement au niveau des patients, mais aussi dans la vie des personnes que nous recrutons comme agents de santé communautaire. Et ça a véritablement changé leur vie parce que eux-mêmes ont fait l'expérience de problèmes et sont passés au-delà de cela. Donc, je crois qu'il me reste 4 minutes. Oui? Bon, alors juste pour, en conclusion, parler un petit peu des défis que nous rencontrons et comment est-ce que l'on peut peut-être adapter ce modèle ailleurs et qu'est-ce que l'on en a appris. Donc, les agents de santé communautaire sont perçus comme des non-initiés, des néophytes dans un monde hiérarchique médical. Alors, par exemple, on dit, ben voilà, vous marchez sur mes plates-bandes, qu'est-ce que vous faites ici? Parfois, il y a des déplacements de tâches. Et on a l'impression que l'agent de santé communautaire prend le travail de quelqu'un d'autre, mais en fait, il traite de facteurs qui n'ont jamais été traités précédemment. Alors ensuite, il y a la question du système. Il faut que le système soit vraiment prêt pour ces nouveaux rôles, nouvelles responsabilités qui doivent être développées. Il faut aussi parfois, il y a souvent parfois aussi l'attente d'un retour sur investissement rapide. Or, lorsque l'on a des gens qui souffrent depuis des générations, ça ne peut pas se produire du jour au lendemain. Alors, encore une fois, les agents de santé communautaire sont des solutions locales. Ce sont les experts dans
leur zone, dans leur quartier, et ils peuvent montrer ce capital social qui existe, et ils peuvent casser un petit peu la hiérarchie du système de santé que l'on connaît aux États-Unis. On peut les déployer partout. Et si l'on regarde le continuum de la santé, eh bien, ils sont très bien pour la prévention primaire, mais aussi pour tout ce qui concerne les dépistages. Et on travaille également avec eux en matière de coordination de cas et de la gestion des complications. Donc, du coup, ils ont aussi un rôle plus en aval. Mais cela étant, il y a pas mal de modèles en amont qui existent. Alors, les stratégies de mise en œuvre, il faut que vous trouviez un certain nombre de médecins qui sont respectés et qui peuvent donc travailler avec les agents de santé communautaire, parce que du coup, ça pourra avoir un effet de contagion. On veut développer des pratiques basées sur le travail en équipe pour des soins coordonnés. Il est très important aussi d'impliquer les patients. On en a beaucoup parlé. On a des conseils consultatifs composés de personnes de la communauté qui permettent de dire aux prestataires comment les choses peuvent être faites différemment. D'un point de vue structurel, on inverse les choses, mais pour cela, il faut une volonté politique et organisationnelle, sinon ça ne marche pas. Et par ailleurs, nous avons également des paiements globaux et il faut inverser le travail à faire également. C'est-à-dire qu'il faut donner l'argent à la communauté et pas nécessairement le garder au sein du système de santé. Quelles sont les stratégies de personnel et de ressources humaines qui sont développées? Il y a un certain nombre de certifications, de normalisation, standardisation. La solidarité est absolument indispensable. Et je voulais juste conclure sur cette citation. Une grosse partie de ce travail est fondée sur cet actif qu'est la santé. Et si l'on ne traite pas cet actif, eh bien à ce moment-là, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas réussir. Donc, on mesure une société à la façon dont elle traite ses citoyens les plus vulnérables, comme l'a dit le Mahatma Gandhi. Merci beaucoup de votre attention.